Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce top film de l'année 2025. Alors effectivement on se retrouve dans un décor très neutre par rapport à d'habitude, mais on va faire quand même, ça change pas les choses, hein, c'est toujours le top film. Vraiment j'espère que vous êtes très content de votre abonnement, que vous rentabilisez très bien ici. 2 vidéos par an, je suis un youtubeur comme ça. Tasse de thé, une magnifique tasse de thé, je suis prêt à en découdre avec ce top 10 qui n'a pas été facile à faire. Il y a de très bons films sortis cette année et comme d'habitude je vais essayer d'être assez rapide pour à la fois essayer de vous donner envie de voir les films mais sans vous dire trop sur les films, parce que mon but c'est de vous conseiller et pas non plus de vous livrer des analyses ultra longues, ultra compliquées. Donc 10 films. Mais avant cela, j'aimerais citer 4 films qui auraient pu être dans le top 10, mais qui malheureusement ne le sont pas cette année. Mais dont j'aurais aimé les mettre quand même. Mais bon, il y a 10 films mieux au-dessus, voilà. Il y avait notamment Shlopi, Traikilometri Pana la Kapatoul Lumi, ou dans sa version française 3 km jusqu'à la fin du monde, Out, et Flow. Voilà, donc c'est 4 films très très bons. Je vous encourage à les voir. Très différents les uns des autres. On a un film d'animation aventure. On a un film sur l'homophobie banalisée. Un film sur un documentaire sur le travail d'une drag queen. Ainsi que un film d'animation en peinture à l'huile. Sur la campagne profonde en Pologne. C'est 4 propositions très différentes mais uniques en leur genre et voilà, c'est de très bons films, je vous encourage à les voir. Moi ils m'ont touché mais pas autant que les 10 prochains films. Sans plus tarder, et pour la 5e année d'affilée, on a commencé en 2019, pour la 5e année d'affilée, voici mon top 10 de l'année. En 10e position, Les pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice. Depuis qu'il a dégommé tout le monde, c'est plus tranquille, hein. You know, it's a very French case. Do you have anyone who actually speaks English? Léa et Christine sont obsédées par l'affaire Paul Bernardin, un homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille et disparu mystérieusement. Alors qu'elles partent enquêter dans la maison où a eu lieu la tuerie, les médias annoncent que Paul Bernardin vient d'être arrêté dans le nord de l'Europe. Alors, comme vous l'aurez deviné, c'est un film librement inspiré des crimes, ou du moins la répercussion qu'ont eu les crimes de Xavier Dupont de Ligonnès. Et en fait, avec humour, le film s'attaque à l'obsession malsaine de l'humain pour l'horreur à travers notamment 2 femmes qui enquêtent par passion. Et tout cela avec, à un moment dans le film, un retour brutal à la réalité, une scène d'une grande violence, pour être honnête. Donc, public averti quand même pour ce film. Car en effet, c'est un film fait par la compagnie des Chiens de Navarre, que perso j'aime beaucoup, même si j'ai mes limites avec eux, mais c'est une troupe que j'ai eu la chance de voir jouer au théâtre et dont j'ai adoré leur film Orange Sanguine. Mais voilà, c'est très drôle, mais c'est aussi parfois très trash et ou frontal, dont justement du coup ce retour brutal à la réalité. J'ai pris une claque, j'ai beaucoup ri, je vais pas vous spoiler plus, parce que c'est un film à découvrir comme la plupart des films que je vous présente dans ce top 10. En 9e place, Poor Things, Pauvre créature dans sa sortie française, par Yorgos Lanthimos.
Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr. Goldwyn Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. Ce film-là, pour le coup, a beaucoup tourné, donc je vais être assez court. C'est un film féministe, certes, mais pas que. C'est une épopée surréaliste, un peu à la Candide, sur la découverte de soi et du monde qui nous entoure, sur sa beauté comme sur sa cruauté. Je crois qu'Emma Stone nous sort sa performance de l'année, ainsi qu'une mention spéciale à Willem Dafoe. Et pour le coup, je pense que Yorgos Lanthimos, c'était une très bonne année pour lui, parce que entre Pauvres créatures et Kinds of Kindness, qui sont selon moi deux films très très bien réalisés, excellente année pour lui effectivement. En 8ème place, Dali de Quentin Dupieux. Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer. C'est inadmissible. Pablo! Voilà! Monsieur Dali, s'il vous plaît! Mais je ne vous entends pas, là en ce moment même il y a une pluie de chiens morts. Oh. Là, c'est Dali. Une journaliste française rencontre à plusieurs reprises Salvador Dali pour un projet de documentaire. Encore une fois, Dupieux nous a sorti 2 films cette année, dont cette pépite qui est Dali. Comme vous le savez, et je vous le répète chaque année, je suis fasciné par le cinéma de Quentin Dupieux. Son travail me passionne et Dali est un retour aux sources de ce que faisait le cinéma de Quentin Dupieux avant Au Poste. En disant ça, je pense à Réalité, Wrong Cops, Wrong ou encore Rubber, qui sont selon moi dans la même veine que Dali. En particulier Réalité, car Dupieux s'amuse encore à nous faire tourner en bourrique, avec plein de sauts dans le temps, de retour en arrière, de mise en abîme, etc., etc. Pour moi, Dupieux est de retour dans un cinéma surréaliste et persiste dans un commentaire sur l'industrie. Ce qu'était déjà Yannick, mais aussi ce qu'a été plus explicitement encore le 2e acte, qui n'est malheureusement pas dans Stop cette année, malheureusement. Désolé, j'ai été un peu moins touché par le 2e acte. Sur le message, justement, c'est clairement un anti-biopic, et c'est une proposition hyper intéressante. Dali explore certes pleinement la personnalité complexe de Salvador Dali, mais Quentin Dupieux se sert plus du personnage comme prétexte pour développer toute une réflexion sur l'art et en particulier sur la création d'une œuvre. Que ce soit par la peinture de Dali ou par le documentaire qu'essaye de créer la journaliste. Dupieux témoigne en sous-texte du pourquoi il fait des films et de ses craintes de faire tout ça pour rien. En 7ème position, Les Reines du Drame de Alexis Langlois. Et moi je vais rester dans ce squat pourri. Tu m'oublies, tu m'oppresses, tu m'étouffes! C'est mon cœur, il est à toi, pour toujours. 2055, Steve Shady, youtubeur hyper botoxé, raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mimi Madamour, du top de sa gloire en 2005 à sa descente aux enfers, précipité par son histoire d'amour avec l'icône punk Billy Colère. Pendant un demi-siècle, ces reines du drame ont chanté leur passion et leur rage sous le feu des projecteurs. C'est un petit coup de cœur pour cette œuvre queer, unique, jamais vu ça ailleurs, à petit budget, filmé intégralement en studio, avec des chansons génialissimes, une des meilleures comédies musicales que j'ai pu voir au cinéma tout simplement, et avec une bande son ni plus ni moins fait par la même personne qui avait fait les bandes son de After Blue, Conan et Les Garçons Sauvages, donc les 3 films de Bertrand Mandico, donc ça vous dit le niveau, c'est-à-dire Pierre Desprates. Puis le film est très drôle et à la fois très inventif. Bilal Hassani qui est a un peu le premier rôle, une sorte de premier rôle dans le film quand même, le rôle de Stevie Shady, est parfait. J'ai été très agréablement surpris par son jeu. Puis malheureusement le film a été très peu distribué en France. J'ai vraiment eu beaucoup de chance que le film soit diffusé dans ma ville. Je sais pas quand il sortira sur les plateformes de VOD ou SVOD, mais foncez le voir en fait, parce que c'est du cinéma, c'est le cinéma français qu'il faut encourager en fait.
Donc foncez voir Les Reines du Drame si vous pouvez. En 6ème place, et c'était pas arrivé depuis le premier top 10 que j'ai fait, un film d'animation, Le Robot Sauvage de Chris Sanders. To survive, we must become more than we were programmed to be. Après avoir fait naufrage sur une île déserte, un robot doit apprendre à s'adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec des animaux de l'île. Elle finit par adopter le petit Dunois, un oiseau qui se retrouve orphelin. Le Robot Sauvage est un film touchant, magnifique visuellement, genre il y a des plans qui pourraient être des fonds d'écran carrément, c'est incroyable. La musique est superbe, bien peut-être qu'un peu tire-larme par moment, j'ai trouvé. Mais le plus important, c'est les messages qu'il transmet en fait. Parce que le film nous parle aussi bien d'écosystème que de parentalité. Je pense notamment à la phrase « Je ne suis pas programmé pour être mère », à quoi une autre mère répond « Personne ne l'est ». Je pense très sérieusement que ce film va s'imposer à l'avenir comme un des classiques du cinéma d'animation et c'est très fort. Puis encore une fois, je sais pas, j'ai peut-être dû voir beaucoup de comédies cette année, mais le film est très drôle. Il plaira à tout le monde en fait, il plaira à tous les âges et c'est sa force en fait. C'est un film transgénérationnel. Chris Sanders, à qui on devait déjà Dragon, a encore une fois frappé très fort. En 5ème place, Das Lehrerzimmer de Ilker Çatak. Bespitzelung, Denunziation, Verleumdung, Rufmord. Alors qu'une série de vols a lieu en salle des profs, Carla Novak mène l'enquête dans le collège où elle enseigne. Très vite, tout l'établissement est ébranlé par ses découvertes. La salle des profs, dans son titre français, est un film extrêmement riche. Il évoque plusieurs sujets, du harcèlement scolaire au racisme, en passant par le métier de professeur et les institutions de l'éducation autour, ainsi que l'influence des parents sur leurs enfants et la dangerosité des rumeurs. Mais c'est aussi un film très bien réalisé, c'est un thriller psychologique, angoissant, en huis clos, où le spectateur est plus ou moins en accord avec la morale que s'auto-impose le personnage principal, mais où cette morale se retourne parfois contre elle. Je n'ai pas envie de vous en dire plus, c'est vraiment un film à découvrir soi-même, donc foncez le voir. Je crois qu'en ce moment il était disponible sur Canal+, mais dès qu'il est dispo là où vous pouvez regarder, regardez-le absolument. C'est un film très important. En 4ème place, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI. Y a pas quelque chose que t'aimerais faire? Hein? Une dernière volonté. Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il habite tout en ami. C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose. Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort. Sacha est une jeune vampire avec un grave problème. Elle est trop humaniste pour moi. Lorsque ses parents, exaspérés, décident de lui couper les livres, sa survie est menacée. Heureusement pour elle, Sacha fait la rencontre de Paul, un adolescent solitaire au comportement suicidaire qui consent à lui offrir sa vie. Ce qui devait être un échange de bons procédés se transforme alors en une épopée nocturne durant laquelle les deux nouveaux amis chercheront à réaliser les dernières volontés de Paul avant le lever du soleil. C'est une histoire très originale, avec deux acteurs touchants et un tempo comique très bon. Il touche à plein de sujets différents, notamment le suicide, le passage à l'âge adulte, la prise de responsabilité, aussi même le suicide assisté, dans un sens. C'est surtout un film qui parle du fait de ne pas se reconnaître dans une norme établie. Il y a aussi un travail sur les décors et sur l'image que je trouvais très intéressant. C'est peut-être un des films les plus... qui ont le plus de potentiel à devenir des films, des comfort movies, comme on dit, des films de confort en fait,
Donc des films qu'on revoit souvent pour se faire plaisir, parce que c'est aussi en quelque sorte un film un peu feel good. C'est en fait, là je vous ai cité des sujets du film qui sont très importants, très graves dans la vie de tous les jours, mais qui ici sont traités avec légèreté. Et c'est toute l'intelligence en fait de ce film. Et on s'attaque au podium en 3ème place, l'histoire de Suleiman de Boris Lochkin. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande, t'as pas le droit de frapper chaud. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage! Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non mais toi t'es pas un menteur. Tout ira bien. Tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Suleiman répète son histoire. Dans 2 jours, il doit passer un entretien de demande d'asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Suleiman n'est pas prêt. J'ai rarement autant stressé durant une séance. Le film gère extrêmement bien son rythme et son montage, et l'acteur, Abou Sangaré, dont c'est le premier film, est bluffant de réalisme dans son jeu. Et pour cause, Abou Sangaré a vécu une histoire plutôt similaire. Et il a d'ailleurs obtenu ses papiers récemment, donc bravo à lui. Il ne les avait toujours pas lors du tournage du film. Waouh, quelle performance! Quelle performance incroyable! Et je pense que c'est l'acteur qui m'a le plus touché en fait cette année. Il y a énormément de jeux incroyables cette année, mais celui-ci en particulier est complètement dingue. Puis, de par sa réalisation, le film pourrait même avoir l'air d'un documentaire par moment. C'est clairement un film à voir pour se sensibiliser aux thématiques autour de la vie des sans-papiers en France, qui est une vie très dure et très souvent dans l'angoisse. Une angoisse quotidienne de ne pas savoir forcément où dormir, ou si on aura de l'argent le jour d'après, ou si du coup on obtiendra les papiers plus tard. Et le film, il se termine d'une façon... j'étais clairement au bord des larmes en le voyant. Donc c'est très très fort ce que fait ce film, mais pourtant il y a 2 autres films que j'ai préférés et qui m'ont encore plus attrapé par les sentiments, et c'est l'heure de voir quels sont ces 2 autres films. En 2ème position, I Saw the TV Glow de Jane Schönbrunn. I told myself I made the right choice. What if I really was someone else? Very far away on the other side of a television screen. 2 adolescents marginaux voient leur émission de télé favorite être annulée subitement. La frontière entre ce qui est réel et ce qui est de la fiction commence peu à peu à s'estomper. Vu qu'on parlait de cinéma queer avec les reines du drame, qu'en est-il des séries? I Saw the TV Glow, c'est un film expérimental qui illustre l'attachement durant l'enfance de certaines personnes queer à des séries télé telles que Buffy contre les vampires, c'est une des plus grandes inspirations du film, illustrée ici par cette série Pink Opaque. Des séries qui ont été pour certains et certaines des refuges où se forger son identité. Et le film parle justement beaucoup de transidentité et de la difficulté à l'assumer dans des milieux tels que les banlieues pavillonnaires américaines. C'est très certainement le film avec la plus belle image que j'ai vue cette année. Il y a plein d'idées et l'éclairage est toujours on point. Il y a certains plans, comme avec le robot sauvage, qui pourraient être des fonds d'écran. Et pour moi c'est encore plus beau que le robot sauvage. Bon, c'est un autre style, mais c'est extrêmement... Enfin, graphiquement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a plein de couleurs très néon, très pastel. C'est magnifique en fait. Visuellement, le film est fou. Et je regrette de ne pas avoir pu le voir en salle. Il me semble que le film a été très peu distribué en France, voire pas du tout. Et moi, je l'ai vu qu'en VOD. Hélas. Je me disais, en fait, j'ai pas arrêté de me dire durant tout mon visionnage, waouh, ce film doit être absolument vu sur grand écran parce que il est incroyable. Et en fait, c'est un film dans cette thématique qui m'a vraiment beaucoup touché. Il y a littéralement toute une séquence sous les étoiles, on va dire, pour vous situer ceux qui ont vu le film et pour pas trop spoiler ceux qui ne l'ont pas vu. Donc sous les étoiles, qui m'a vraiment coupé le souffle.
C'est pas un film très abordable pour tout le monde parce que c'est expérimental, on comprend pas forcément tout, il faut beaucoup réfléchir. D'ailleurs moi mon appréciation du film c'est beaucoup faite post-visionnage, en y réfléchissant en fait, que le film ne donne pas toutes les clés, donc faut vraiment y réfléchir après l'avoir vu, mais il vaut le coup, il vaut vraiment le coup, rien que pour les visuels même. Donc foncez-y, regardez Ice de TV Glow. Et nous on va passer à la première place. Et nous y voici, la première place de mon top film de l'année 2025, donc qui va rejoindre au grand panel Parasite, Vivarium, The Whale, Everything Everywhere All at Once. Ma première place de ce top film 2025, il s'agit ni plus ni moins qu'un film sorti en début d'année en France, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Le commandant d'Auschwitz, Rudolf Haus, et sa femme Hedwige s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp. C'est un chef-d'œuvre. Pour le coup, ça c'est un terme qui peut être utilisé à tort et à travers, mais là je pense que c'est approprié. Je ne vais pas revenir sur l'inventivité dont fait preuve le film, ni sur le travail gigantesque qui a été fait sur le son. D'autres critiques s'en sont chargés bien avant moi, mais surtout sur ce dont le film parle. Le film est sur les camps de la mort, alors que nous ne les voyons jamais. Ils sont constamment dans leur champ, et c'est très certainement l'un des plus troublants comme film à ce sujet. En fait, on regarde une famille qui essaye de vivre normalement. Ils entendent tout, ils savent ce qui se passe, mais ils oublient. Du moins, ils essayent pour avoir la conscience tranquille. Le film tombe parfaitement avec l'actualité. Les massacres à Gaza, ça fait plus d'1 an qu'ils ont lieu. Pourtant, sur le territoire d'à côté, ils essayent d'avoir une vie normale et d'oublier la misère à leur porte. Mais c'est pas seulement avec l'actualité que le film résonne. C'est aussi avec notre vie de tous les jours. On sait individuellement qu'il y a plein d'horreurs dans le monde. On est informé de tout ça. Pourtant, on passe à autre chose pour essayer de vivre mieux. L'être humain a cette capacité horrible de pouvoir ignorer, même le pire. Peut-être qu'actuellement dans votre ville, il y a des gens à la rue, mais vous y pensez pas. Vous passez à autre chose pour vivre tranquillement. La misère est tout autour de nous. Où en serait-on si on pensait à tout ça, tout ce qui se passe dans le monde, ou même tout ce qui se passe dans notre quartier H24 ? C'est à cette cruauté-là que le film de Jonathan Glazer s'attaque. Et ça rend le film compliqué à regarder, ou du moins à entendre. C'est peut-être une des expériences les plus troublantes que j'ai jamais eues au cinéma. Le film n'est pas fait pour tout le monde. Même s'il n'y a aucune scène de violence, encore une fois, le film est peut-être compliqué pour les âmes sensibles. Parce que je sais que pour moi déjà il était limite. Mais c'est un film d'une grande cruauté, à la hauteur de ce qu'il dénonce en fait. Donc écoutez, foncez le voir. Il aura peut-être pas le même rendu sur un écran qu'en salle de cinéma par contre. Donc si vous avez l'opportunité de le voir en salle de cinéma avec un bon son, une capacité, un truc vraiment immersif, ce sera parfait. Parce que c'est ce qu'il faut pour le film. Donc je sais pas s'il aura le même impact sur un écran. Je l'ai pas encore revu sur un écran. Et je pense que je vais mettre un petit peu de temps avant de le revoir. Mais c'est vraiment un film qui réinvente une manière de faire du cinéma. Alors je sais que ce terme veut absolument rien dire, on ne réinvente pas, on ne réinvente rien, mais c'est une nouvelle manière d'aborder les choses. À ma connaissance, je n'ai pas vu d'autres films qui faisaient du cinéma davantage par le son, enfin autant par le son que par l'image, faire avancer un récit autant par le son que par l'image, dans le sens où il y a deux récits différents racontés. Mais bref, regardez La Zone d'intérêt, et j'ai envie de vous laisser avec un extrait du discours de Jonathan Glazer aux Oscars, qui montre que le réalisateur lui-même a conscience de cette portée politique qu'a son film. Our film shows where dehumanization leads at its worst.
It shaped all of our past and present. Right now, we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all are victims of this dehumanization. How do we resist? Et ben voilà, c'est tout pour mon top film de l'année 2024. Merci à vous d'être restés jusque là. Et merci à ceux qui sont abonnés à cette chaîne de rester abonnés malgré mon inactivité. Vous trouverez en description un lien vers mon profil Letterboxd si vous voulez vous tenir au courant de mes visionnages au cours de l'année, ou même si vous voulez avoir quelques critiques de ma part, ou même si vous voulez le flop film de l'année 2024. Chaque année je fais une liste sur Letterboxd pour les 10 pires films de l'année selon moi. Tout ça est en lien en description, ainsi que mon Insta si vous voulez me suivre. Voilà, que dire d'autre? Bonne année 2025 si vous regardez ça après le 31 décembre. Bonne année 2026 pour ceux qui regardent dans le futur. Que faites-vous là? Et bonne année cinéma à tous et toutes. À l'année prochaine. Allez, à bientôt.